Et c'est ça qui rend ce projet si fort, si important, si magnifique, en vérité si historique, parce que on est en train de poser les bases, on est en train de poser les jalons d'un changement de paradigme total pour la manière dont les communautés musulmanes s'organisent. Et c'est ça qui va changer les choses, du moins nous l'espérons, pour la génération de nos enfants. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je pars à la rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant. Bah, en fait, si Dieu m'a pas fermé une porte, c'est pas un être humain qui va venir me la fermer. Et ça veut dire que, tu vois, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine, on peut apprendre. Et c'est là où il se passe des trucs de dingue, quoi. Parce que tout devient possible et des choses qui étaient de l'ordre des rêves et des vœux, bah, ils deviennent juste des projets. Et c'est tout le bien qu'on souhaite. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Ok, donc je m'appelle Marouane Mohamed, j'ai 41 ans et je suis né à Paris. Je suis statisticien, ingénieur en mathématiques financières de formation. D'accord. T'as grandi à Paris? Ouais, j'ai grandi à Paris, Barbès, les premières années. Après, on a bougé dans les Hauts-de-Seine, à Clichy, puis à Gennevilliers, où j'ai passé l'essentiel de ma jeunesse, de mon adolescence. Et puis après, je me suis marié. Puis à partir de ce moment-là, j'ai bougé un peu dans d'autres villes, dans d'autres pays, dans d'autres endroits. Voilà. D'accord. Tu t'es investi dans beaucoup d'associations, dans beaucoup d'organismes. Est-ce qu'on peut revenir sur un peu quand ça a commencé? Est-ce que tu as commencé à faire ça dès le lycée ou dès la fac? Non, non. J'ai terminé les cours, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, c'était en 2003. Et après, j'ai travaillé en finance pendant quelques années. D'accord. Euh, et moi, j'avais pas envie de m'investir dans des associations, en fait. Pour moi, c'était un truc militant, tu sais, un peu à l'ancienne, années 80, on distribue des tracts et il faut faire la révolution, mais on n'a pas le temps et on s'en fiche si c'est efficace et tout ça. J'avais trop de préjugés et de stéréotypes sur le milieu associatif de manière générale. Et puis, c'était les années où bah, tu as bossé tellement dur pour terminer tes études, avoir ton diplôme, trouver un emploi, que tu te dis, ça y est, moi, ma part, mon combat, pour vous, c'est un sujet d'association. Pour moi, c'est ma vie. Donc, j'ai pas besoin d'une association, moi, pour me défendre, pour m'aider à avoir mon diplôme ou pour trouver un travail. Je galère tout seul, je vais le trouver. Et quand j'ai eu mon premier job, bah, je pensais à ça en premier lieu. Donc c'est seulement des années plus tard où, ben, à mesure qu'on fondait notre famille, je me rendais compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes autour de nous. Et j'étais d'autant plus sensible à ça. Mhm. Et à un moment donné, ben, il y a une occasion qui s'est présentée. Quelqu'un qui m'avait envoyé, qui m'avait forwardé une demande euh, pour du bénévolat, parce qu'il fallait traduire un discours pour une assoce. Et la sauce en question, c'était le CCIF. Donc, il fallait le traduire en anglais. Mhm. Donc c'est là que Et tout a commencé en fait pour toi. voilà, c'est là que ça s'est présenté. Et donc, du coup, de fil en aiguille, en lisant leurs rapports, en voyant la réalité du phénomène, en voyant aussi que ben, ils étaient en galère sur l'aspect statistique, comptage des actes, méthodologie, tout ça, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer de filer un coup de main à ma petite échelle. Sauf que je suis tellement à fond dans tout ce que je fais que j'arrivais pas à maintenir juste 2 heures de bénévolat dans la semaine. Il fallait que je fasse ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Au fur et à mesure, c'est devenu un engagement important dans ma vie. Voilà, c'est comme ça que je me suis engagé dans des assos. D'accord, donc ça a commencé en 2010 pour toi. Ouais, plutôt 2010, 2009-2010. Et ça coïncidait avec le fait, et c'est pour ça que je disais j'étais d'autant plus réceptif à ça, que ben, j'étais déjà marié, j'avais des enfants. Et, Mhm. euh, et du coup, tout de suite, bah, tu commences à te projeter. Tu te dis, il y a un certain nombre de problèmes. C'est quand même un truc de dingue. J'ai 24, 25, 26, 30 ans, et je suis en train de faire face aux mêmes situations que quand on était petit. Donc, on ne peut pas léguer ça à nos enfants. On ne peut pas laisser à nos enfants une situation où, bah, tu vois, le fait d'être arabe, noir, musulman, dans la société française, c'est construit comme un problème. Et tu te retrouves avec des enfants qui doivent intérioriser ça et gérer ça, y compris dans leur rapport aux études, dans leur rapport à leur projet, dans leur rapport à la citoyenneté.
dans Mhm. leur rapport à leur présence en France. Et c'est là où je me suis dit, bah, vraiment, faut se mouiller, il faut se bouger, il faut agir efficacement, il faut faire quelque chose pour changer le cours de cette histoire-là. Voilà. D'accord. En parallèle, tu travailles toujours? Ouais, en parallèle, je travaille toujours à ce moment-là. Je suis analyste quantitatif dans une entreprise de conseil. J'ai déjà quitté le monde des banques parce que j'avais plus envie de travailler pour une banque et sur un desk de trading. Et donc, je travaille dans une entreprise où je fais du pricing. Donc, j'utilise toutes mes connaissances en mathématiques financières pour valoriser des produits structurés, complexes. À l'époque, en fait, il y avait plein de produits financiers qui étaient des combinaisons complexes d'autres produits financiers, des obligations, des actions, des options, des matières premières. Et il fallait mettre des modèles mathématiques en face de ça pour pouvoir leur donner un prix. Et ça, c'était mon travail. Et donc, je gérais ma journée de travail comme ça. Et puis après le travail, je faisais les articles ou bien les prises de position pour le CCIF. Et, Mhm. euh, et mon travail me soutenait là-dedans. Donc, ils m'ont permis d'aménager mon planning, d'organiser mon planning pour que, bah, tant que je rends mes résultats en temps et en heure, tant que je fais du travail de qualité, eh bien, je puisse avoir mes engagements associatifs à côté. Même si ça prenait beaucoup de place. Mais moi, par sérieux et aussi par reconnaissance par rapport à la confiance que mon entreprise me donnait, je veillais à faire mon travail consciencieusement, à rendre des résultats qui sont des bons résultats et à accomplir ma part de ma mission, ce pourquoi j'étais payé au bureau. Ta place a grandi au sein du CCF au fur et à mesure? Ça a été quoi Oui, les grands paliers? bah, en fait, tu as t'as plusieurs paliers. D'abord, c'est important de le dire dès le début, j'ai pas de mérite particulier pour le travail qui a été fait au CCIF. Ce CCIF, il existait depuis 2003-2004. Le travail de fond, qui était le travail d'assistance des victimes, le travail long et patient de prendre dossier par dossier, d'aider des gens à accéder à leurs droits, ce travail, il était déjà fait. Sauf qu'il n'était pas mis en valeur à sa juste place. Et il y avait aussi parfois, comme je disais tout à l'heure, des problèmes de méthodo en stats ou en comptage des actes, pas par, pas par, comment dire, pas par incompétence ou par manque de sérieux ou de précision dans le comptage des actes, mais c'est tout simplement pas la compétence des juristes ou des gens qui fournissent l'assistance aux victimes de définir un protocole de méthodologie statistique pour que, bah, en fait, les données qu'on compile et la manière dont on les analyse soient scientifiquement solides. Donc, moi, j'ai eu une facilité, c'est qu'en fait, le fait d'être ingénieur, donc le fait d'avoir une grille analytique par rapport à des sujets qui autrement sont des sujets sociologiques, anthropologiques, juridiques, psychologiques, parfois politiques, bah, en fait, ça permet de rationaliser un certain nombre de choses et d'appliquer des méthodes qu'on applique tous les jours au travail. Juste la gestion de projet, le fait de trouver c'est quoi des causes explicatives, le fait de mesurer l'impact d'un projet, le fait de répartir des tâches et d'avoir la discipline de les mener à bien de A à Z. Ça, c'est des choses auxquelles tous ceux d'entre nous qui travaillent en entreprise, ben, c'est des choses qu'on connaît, mais ce n'est pas toujours des choses qui sont appliquées dans le milieu associatif. Donc, le gros palier, le premier, c'est la mise en place d'un certain nombre de ces méthodologies. Le deuxième palier, c'est quand j'ai commencé à avoir une parole publique vraiment à plus grande échelle, où ben voilà, il y avait tellement peu de personnes noires, arabes, asiatiques, musulmanes qui avaient accès à des plateaux télé ou à des débats ou à des grosses conférences qu'il suffisait que l'un d'entre nous s'exprime en parlant français à peu près correctement, en disant des arguments à peu près rationnels pour que tout de suite cette parole elle ait une portée. C'est pour ça que je disais c'est pas du mérite personnel, c'est juste le fait que on part de tellement loin que des petites améliorations ont tout de suite un impact. Et c'est ça qui a fait que bah, le deuxième palier, ça a été cette visibilité publique et le fait que des gens s'identifient ou se retrouvent dans le combat qu'on portait, qui était porté depuis des années auparavant par des héros jusque-là anonymes et qui a pris tout de suite une grosse visibilité. Il y a une date en particulier, c'était la campagne de communication qu'on avait menée à l'époque qui s'appelait Nous aussi sommes la nation. Et c'est pour ça que plus tard, j'ai donné ce titre-là à mon livre
parce que c'était une manière de dire, bah voilà, le point de départ, c'est ça. Donc au CCIF, il y a un palier 2010 quand je rejoins, il y a un palier 2012 quand on fait la campagne de com, et puis il y a un palier 2016 après que je revienne de mon expérience diplomatique où je prends la direction du CCIF pour 2 ans avec des objectifs très précis et je m'y attache très consciencieusement pour les atteindre. Voilà. Et après, une fois que j'ai terminé mon travail, j'ai remercié poliment l'ensemble des gens qui ont mené avec moi ce travail au CCIF et puis j'ai pris congé. Tes responsabilités ont évolué au fil des années. Ouais, À partir de quoi? De 2012, ta voix a commencé un peu à porter? ouais. C'était vraiment ce palier-là où j'ai commencé à faire pas mal de grosses télévisions, aussi de la presse étrangère. On avait pas mal d'invitations en conférence déjà, mais c'était la période Jean-François Copé, pain au chocolat, polémique dans les médias, et le fait juste de poser une grille rationnelle sur tiens, il y a un truc, c'est du racisme qui vise des gens à cause de leur religion. On appelle ça l'islamophobie. On parle d'actes bien précis et on n'acceptera pas que cette situation ne soit pas gérée. Ben là, bim, c'est là où ça clique et les gens commencent à prendre conscience et à s'impliquer. Et à partir de 2014, du coup, c'est là non 2016 pardon, tu deviens directeur CCIF. Ouais, en fait, entre 2014 et 2016, j'ai été conseiller auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. C'est Mmh. un poste diplomatique qui était basé à Varsovie, mais qui me donnait accès à toute l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et ça me permettait justement de lutter contre les discriminations auprès des États, auprès des institutions, auprès des ONG dans chacun de ces pays. Donc c'était vraiment une expérience unique, une expérience vraiment très riche. Et du coup, ça m'a donné des outils supplémentaires. Et quand le CCIF m'a appelé pour me dire, voilà, maintenant, on a besoin que tu rentres parce qu'il y a des enjeux encore plus importants qu'avant et on a besoin que tu prennes la direction de l'association, j'ai pesé bien le pour et le contre, mais je savais que si je rentrais, j'avais des outils euh, qui étaient efficaces, nouveaux et qui nous permettraient à tous de faire un travail encore mieux reçu et encore plus impactant. Voilà. D'accord. Comment tu as fait pour rejoindre l'OSCE? On t'a contacté? Alors, nous, on était invités régulièrement à l'OSCE en tant qu'ONG. Donc, c'était un milieu que je connaissais un petit peu de loin, mais en tant qu'intervenant. Il y a un espace pour les organisations de défense des droits humains. Mais de mon point de vue en France, en fait, à chaque fois, c'est la même histoire. C'est-à-dire, quand on devient ingénieur, on se dit, quand on était petit, je ne pensais pas que je pourrais devenir ingénieur. Quand on a l'occasion d'étudier à l'étranger, on se dit, ben, tiens, moi, avant que quelqu'un me dise que je peux m'inscrire à telle université ou telle autre, je croyais que c'était impossible. Ben, même chose pour les postes dans les organisations internationales. Quand j'étais petit, je me serais jamais dit, un jour, je serai diplomate. Parce que pour moi, c'était hors de portée, c'était réservé à une autre catégorie de personnes. Il fallait avoir accès à des informations ou à des réseaux qui étaient hors de mon scope. Sauf que à partir du moment où j'ai regardé, ben, en fait, il y avait plein de postes qui étaient disponibles, il y avait plein d'accès qui étaient facilités. Et là, en l'occurrence, ce qui était rassurant, c'est que en fait, les postes, ils ont des descriptifs qui sont relativement précis et il y a des processus de sélection qui sont relativement transparents. Donc, on fait un dossier. Il y avait un poste qui s'était libéré. On m'a recommandé de postuler, même si moi, comme je disais tout à l'heure, je ne pensais pas que j'en étais capable. J'en ai parlé bien avec mon épouse et on s'est décidé à proposer, à faire acte de candidature. Sauf qu'il y a des choses que je savais déjà, par exemple l'organisation des associations de terrain, la lutte contre les discriminations au quotidien dans la vie de tous les jours, ça c'est des choses que je savais. J'arrivais à peu près à m'exprimer correctement parce que j'avais appris à le faire pour les besoins du CCIF. Mais par contre, tout le champ du droit international, tout le champ de la diplomatie, tout le champ des dispositifs dans les grandes organisations, c'est des choses auxquelles je connaissais rien. Et donc, je me suis enfermé pendant des semaines pour vraiment étudier de manière approfondie, pour être prêt
lorsque j'allais passer les tests et les examens de sélection. Et après, justement, pour ces tests, il y a une partie sur des critères de personnalité, d'analyse, d'analyse comportementale, des choses comme ça. Et puis, il y a des tests qui sont liés directement à la mission qui est proposée. Moi, j'avais un enjeu, et ça faisait partie de ma stratégie, c'est que en fait, une fois que les gens sont shortlistés pour le poste et qu'il y a une personne qui est recommandée pour le poste, ben en fait, c'est soumis aux 57 États qui sont membres les États participants de l'OSCE. Sauf que tous ces États, ils ont un droit de veto potentiellement pour empêcher la nomination d'un candidat ou d'une personne. Et moi, je ne voulais pas prendre le moindre risque de ce point de vue-là, c'est-à-dire je ne voulais pas prendre le risque que ma candidature soit retoquée parce qu'un État en particulier, et je pensais à un État en particulier, s'oppose à ma nomination à un poste d'une telle importance. Donc ma stratégie, c'était d'abord, il faut que je sois premier dans les tests, et il faut que je sois tellement loin des candidats suivants que ce soit inacceptable, impensable que ma candidature soit rejetée pour d'autres raisons que liées à ma compétence ou liées à la qualité de ma candidature. Et c'est pour ça que j'ai travaillé autant en préparation. Et finalement, ça s'est relativement bien passé. Il n'y a pas eu la moindre difficulté. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu rejoindre l'OSCE. Voilà. D'accord. Tu sais, tu en concurrence avec qui? Il y avait beaucoup de monde? Ouais, tu n'as pas les noms exacts ou tu n'as pas le listing des personnes. Tu sais Mmh. que, par exemple, il y a 800 personnes qui ont postulé. Tu te doutes qu'il y en a à peu près 10-15%, tu vois, qui étaient, entre guillemets, éligibles pour le poste ou qui avaient un profil qui correspondait bien au poste. Et tu sais qu'à chaque fois, il va y avoir 4, peut-être 5 personnes qui sont vraiment très pressenties, qui ont des résultats honorables au test, qui ont des bonnes compétences même sur le plan humain. Et après, ça se joue dans un mouchoir de poche par rapport à l'impression que tu vas donner en entretien. Aussi le fait que, bah, tiens, pour tel type de poste, c'est bien d'avoir une compétence qu'on n'a pas déjà dans l'équipe. Et c'est là où, par exemple, le fait d'être statisticien, et de venir d'une assos, ça a joué en ma faveur. Moi, je ne suis pas le juriste international comme 80% des gens qui sont dans des institutions. Je ne suis pas issu de l'ENA ou d'un corps d'administration. Donc ça apporte une compétence supplémentaire dans une équipe de lutte contre les discriminations qui, à l'époque, faisait une douzaine de personnes, où il n'y avait pas de statisticiens. Et c'est ça qui me permettait de travailler aussi sur des questions d'afrophobie, de romaphobie, d'antisémitisme, de sexisme, bref, d'aider dans d'autres disciplines et dans d'autres types de discrimination, même si ce n'était pas l'expérience que j'avais eue spécifiquement au CCIF, à travers la casquette de STAT. Donc à ce moment-là, tu as joué à un temps plein? Ah ouais, c'était vraiment un temps plein et c'était tellement intense. Je partais en mission très régulièrement dans tous les pays que je citais tout à l'heure, que ce soit en Asie centrale, que ce soit dans les Balkans, que ce soit en Europe de l'Ouest, dans les pays qu'on connaît, mais aussi en Amérique du Nord, parce que ces problématiques, malheureusement, elles sont pas restreintes à la France. Et c'est ça qui fait que ben, tu découvres des choses, tu apprends à interagir avec des officiels, parfois avec des ministres et des gouvernements. Tu sais exactement quelle stratégie tu vas mobiliser. Tu apprends une forme de discipline diplomatique pour arriver à tes objectifs. Et tu sais aussi que ben, même s'il y a beaucoup de bureaucratie, ben, tu peux aussi être utile et efficace par rapport à une mission ou un objectif spécifique. Quel est l'impact global de cette organisation? Et quel a été ton Euh, impact, toi, en particulier aussi? Ouais, alors l'impact global, sur le plan politique, pour moi, il est très faible. C'est-à-dire que l'OSCE, c'est une organisation qui n'a pas le pouvoir politique de sanctionner des États, de mettre en évidence ou de critiquer lourdement des États, sauf à relever des manquements à des engagements diplomatiques que ces États auraient pris par le passé. Mais il y a pas de force de coercition de l'OSCE sur les États participants. Par contre, c'est une excellente organisation du point de vue de l'implémentation. C'est-à-dire qu'une fois que des États ont accepté le principe d'un programme de lutte contre les discriminations ou de lutte contre le trafic d'êtres humains ou de lutte contre la torture, eh ben, en fait, c'est parfait pour accompagner ces États dans la mise en œuvre. Donc, je prends un exemple typique.
de ce que moi j'ai pu faire à mon échelle. À l'époque, la Grèce sortait d'une très très grosse crise financière. Et il y avait un mouvement d'extrême droite qui s'appelait l'Aube dorée, qui était très fort là-bas à l'époque. On avait réussi à obtenir du gouvernement grec le fait de faire de la sensibilisation aux questions de racisme, y compris en direction des migrants et des musulmans. Et puis, on avait pu travailler avec des enseignants pour faire un manuel de lutte contre l'islamophobie et un programme éducatif qui va dans ce sens. Et donc, c'était ensuite l'étape logique de le traduire en grec. Puis, je suis parti en Grèce, travailler avec les institutions là-bas pour que dans toutes les écoles du pays, il y ait un programme de lutte contre le racisme et que les enfants de réfugiés ou bien les enfants sur place, noirs, arabes, asiatiques, musulmans, roms ou autres, puissent être éduqués, sensibilisés à leurs droits. Et pour la première fois, dans les bouquins et dans les manuels scolaires, ces questions étaient abordées. Tu vois, donc ça, c'est des victoires. Elles sont silencieuses, mais tout de suite, en fait, ça va avoir un impact sur des centaines de milliers d'enfants à l'échelle d'un pays. Tu vas travailler avec un autre gouvernement, dont je vais pas citer le nom, mais qui a des centaines de personnes qui sont des prisonniers politiques. Et ils ont été identifiés comme prisonniers politiques à cause de leur religion. Mais toi, tu vas trouver un moyen de convaincre cet État de changer sa pratique et de libérer ces personnes, peut-être de ne pas les criminaliser de cette manière, d'en faire des opposants politiques plutôt que des prisonniers politiques, entre guillemets. Et ça, pareil, ça va obtenir la libération d'un certain nombre de ces personnes. Tu peux pas le revendiquer, c'est une victoire silencieuse, mais ça fait partie du travail d'un diplomate s'il le fait correctement et s'il a la discipline pour le faire. Et c'est comme ça, en 2 ans, des victoires et des résultats comme ça, j'ai pu en avoir une dizaine. C'est pas grand-chose, mais, Mhm. euh, mais, euh, mais c'est à peu près ce que je voulais faire pendant cette période. Et je suis vraiment très reconnaissant d'avoir pu le faire. Même rétrospectivement, c'est quand même un truc c'est quand même un truc de dingue. L'impact que ça peut avoir. Et les plus belles de ces victoires, en vérité, c'est celles dont je parle pas, quoi. C'est celles qui sont les plus silencieuses et que je dois garder confidentielles parce que il faut protéger l'intégrité de ce travail. Donc vraiment, il faut être très lucide par rapport aux organisations internationales. C'est des usines à gaz, c'est des usines à bureaucratie. Elles sont le plus souvent décevantes sur le plan politique, mais parce que peut-être qu'on en attend trop sur cet aspect-là. Mais il faut bien comprendre le mandat et donc l'espace de travail de chacune de ces organisations pour savoir sur quoi elles peuvent être utiles et efficaces et ne jamais être déçu lorsqu'on y participe ou lorsqu'on y travaille. Voilà. D'accord. Ensuite, tu as rejoint le CCIF en tant Ouais, que directeur exécutif. exactement. Tu es revenu, j'ai envie de dire, un peu plus armé qu'avant. Oui, quand je reviens de, quand je reviens de Pologne et quand je reviens de l'OSCE, je suis relativement aguerri. J'ai eu le temps de voir, même à distance, les forces et les fragilités euh, des associations en France. J'ai pu glaner des expériences dans d'autres pays, de ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Asie centrale, dans les Balkans et ailleurs. Donc, je vois à peu près qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Et puis, j'ai pris un petit peu d'âge et de maturité. Et, euh, et donc, du coup, je suis un peu plus à l'aise en revenant au CCIF en 2016 pour essayer de faire passer l'association à un autre niveau. Voilà. D'accord. Et au niveau du coup de l'impact du CCIF, est-ce que tu peux revenir sur son impact et surtout l'évolution de son impact depuis 2003, si tu le Ouais. sais, ou au moins depuis 2010? Oui, oui, bien sûr. Alors, je peux évaluer un petit peu pour la période où j'ai participé. Alors, donc, disons, de 2003 à 2010, c'est une période de structuration, de développement, de mise en œuvre d'un certain nombre de process d'assistance des victimes. De 2010 à 2014, c'est un processus de visibilisation du CCIF, de positionnement du CCIF pour se rendre accessible aux victimes potentielles. Et après, à partir de 2016, c'est établir de manière pérenne le CCIF dans le paysage antiraciste européen
et obtenir des victoires significatives en matière de lutte contre l'islamophobie et poser le CCIF comme une organisation de référence en matière de lutte contre l'islamophobie. Donc moi, c'est avec ces objectifs-là que je reviens à Paris. Il faut que le CCIF devienne l'organisme de référence en matière de lutte contre l'islamophobie. Il faut que la capacité d'action et de dissuasion du CCIF à tous les niveaux soit pleinement établie. Et trois, il faut que les gens soutiennent cette association afin qu'elle ait les moyens de pérenniser son travail et d'être stable et autonome et surtout, 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 de préserver son indépendance. Est-ce qu'il y avait un risque qu'elle perde son indépendance? Bah, toujours pour n'importe quelle structure, si tu regardes les sources de financement et les conditions opérationnelles en termes de contexte politique, de pression et ainsi de suite, tu vois que beaucoup d'assos, elles peuvent être fondées sur une bonne intention et puis après, elles peuvent être détournées de leur objectif initial, Mhm. soit parce que les financements qui leur sont accordés par bourse ou par subvention sont parfois conditionnés à une ligne rationnelle ou à une ligne idéologique particulière, soit parce que, même avec la meilleure intention, ils se déconnectent un petit peu du terrain, des gens de tous les jours, de ceux qui sont censés aider et servir. Et au fur et à mesure, ils se retrouvent à faire des campagnes de sensibilisation, ce qui est très bien et ce qui est nécessaire, mais ils se retrouvent complètement déconnectés de la gestion des dossiers quotidiens et de l'assistance des victimes de tous les jours. Donc ça, c'est un risque, il est structurel et il est organique à toutes les associations. Et c'est pour ça que plus elles auront de légitimité auprès des personnes qu'elles disent vouloir aider, plus en fait leur intégrité et leur gouvernance sera de qualité, parce qu'elles ne peuvent pas s'échapper de leur prérogative principale, à savoir aider les Roms, les Asiatiques, les Juifs, les Noirs, les musulmans, par rapport à une forme de racisme spécifique qui les viserait. Donc de ce point de vue, le CCIF et son autonomie financière, c'est l'une des meilleures nouvelles pour cette association. Cette autonomie, elle est assurée par les dons et les adhésions des soutiens. Tu sais combien il y a d'adhérents actuellement au CCF? Là, je sais pas parce que j'ai plus les mains dans le cambouis là-bas. Mais pour les années où j'y étais, c'était on dépassait largement les 10 12 000. On atteignait un niveau de 15 000 à un moment donné, de 15 000 adhérents, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour une association de terrain. Mhm. Et en termes de chiffres, vous aviez des objectifs concrets, genre défendre un certain nombre de personnes? Tu as un objectif, mais il est pas, celui-ci, il n'est pas quantitatif. C'est-à-dire, tu dois assister toutes les personnes qui te contactent. Ça veut dire, il y en a 1000, il y en a 10 000, tu te débrouilles et tu dis pas non à quelqu'un parce que tu vas choisir parmi les victimes celle que tu voudrais aider. Mais par Mhm. contre, il y a des conditions strictes d'assistance, à savoir que ça doit rentrer dans notre mandat, à savoir que ça doit être bel et bien une discrimination ou un acte de violence, donc quelque chose d'illégal, et le motif doit bien être un motif raciste lié à la couleur de peau ou en l'occurrence à la religion. Mais c'est pas parce que tu as un désaccord avec ton patron que c'est nécessairement un acte islamophobe. Donc il faut être strict là-dessus. Sinon après on se retrouve à gérer une assistance juridique comme n'importe quelle assistance juridique. Mhm. Et c'est au-delà de nos forces. Tu vois, tu divorces avec ton épouse et après elle s'est fâchée, elle va dire quelque chose de pas sympa au tribunal. Je suis désolé, ça c'est ton divorce et tu peux pas la traiter elle d'islamophobe juste parce qu'elle veut plus vivre avec toi. D'accord. Chose sur le respect des données et puis la sincérité des personnes qui nous contactent. Une personne, elle nous dit il s'est passé A, et dès qu'on vérifie, il s'est passé B, en fait. Nous, on ne peut pas gérer des dossiers où les gens nous mentent pardon, ou bien nous fournissent des informations ou des documents qui sont pas valides. Donc, tu as des conditions d'assistance au CCIF comme dans n'importe quelle structure d'assistance. Et puis, tu as un focus sur le mandat de l'association. Et puis après, par contre, il y a des choses sur lesquelles on a des KPI, des indicateurs d'efficacité. C'est, par exemple, moi, je regardais
Tiens, ce mois-ci, combien de dossiers on a eu à gérer? C'est quoi le temps moyen entre le moment où une personne nous contacte et le moment où son dossier est géré et elle retrouve ses droits? D'accord. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des dossiers pour des étudiantes qui s'inscrivent et nous, ça nous met 2 ans pour résoudre son dossier. C'est d'aucune utilité pour elle. Mmh. Elle veut rentrer à l'université, on doit être efficace en quelques jours à peine. Ça, c'était un indicateur. Un autre indicateur, c'est OK, sur 100 dossiers qui nous ont été confiés, quel est le taux de résolution de ces dossiers? Est-ce qu'on est efficace dans la gestion des dossiers? Sinon, ça ne sert à rien en fait. Si on n'est pas C'était capable quoi d'avoir. le taux à l'époque? Taux de Bah, résolution? on atteignait, heu on atteignait largement plus de 85, parfois 90% de taux de résolution. Ça veut dire qu'en termes d'efficacité d'accès au droit, le CCIF était vraiment efficace et il l'est toujours. Euh, Résolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plaignante gagne son Ça veut dire que le cas de discrimination est résolu dans le sens de la personne qui s'est déclarée auprès de nous. On te refusait l'accès au travail, tu as eu accès à ce poste. On te refusait l'inscription pour telle formation, tu as finalement pu t'inscrire à la formation. Tout ça suite à l'intervention du CCIF. Voilà. Mmh. C'était quoi les cas de demande les plus fréquents? Les cas de demande les plus fréquents, c'est refus d'accès ou refus de service, notamment dans des services publics. Parce que les gens interprètent mal la loi de 2004 et celle de 2010. Donc il y a une maman en hijab qui va, je sais pas moi, à la caisse d'assurance maladie et la personne lui dit ouais, ici c'est la laïcité, vous pouvez pas rentrer avec votre foulard. Mais la loi de 2004, elle est censée s'appliquer juste dans les écoles publiques maternelles, primaires, secondaires. Mmh. Et donc là, on a typiquement un cas d'application abusive en dehors du champ théorique de cette loi. Donc dans ces cas-là, il suffit d'un appel ou d'un rappel à la loi ou d'un courrier formel pour que les choses rentrent dans l'ordre dans la journée même ou le lendemain. Mais des cas comme ça, c'est beaucoup de dossiers. Et puis après, il y a des cas qui vont être un peu plus larges. Par exemple, c'est euh, un centre de formation infirmier qui refuse avec constance que les étudiantes musulmanes puissent porter une charlotte, c'est-à-dire un, quelque chose qui couvre leurs cheveux pendant les gardes et pendant les exercices. Et la médiation initiale n'est pas efficace, donc ils refusent de se plier à la loi, auquel cas il faut intervenir par action formelle et juridique, avec des courriers, par voie d'avocat et ainsi de suite, ou parfois il faut aller en procès là-dessus. Et quand on obtient gain de cause, en fait, ça impacte après toutes les structures qui sont similaires. Donc, tu as toute une palette d'actions de prévention, d'alerte, de courrier, de sensibilisation, de rappel de la loi. Ensuite, tu peux saisir les chambres professionnelles, comme par exemple l'Ordre des médecins ou bien les structures qui supervisent et régulent une composante professionnelle donnée. Et puis, à l'extrême, si vraiment ça ne marche pas et que tu as épuisé tous ces moyens, tu peux aller en justice. Mais en général, tu n'y vas que quand c'est vraiment absolument nécessaire, parce que c'est long et parce que tu aimerais résoudre les choses le plus diplomatiquement, le plus courtoisement, le plus constructivement possible, bien en amont. Voilà. Mmh. En termes de plaintes, quelles sont les plaintes qui ne devraient pas être traitées par vous le plus souvent qui viennent vers vous? Ou Tu bien veux dire des gens qui nous sollicitent et en fait, c'est pas dans le mandat du CCIF? oui. Ouais. Alors, t'en as pas sur des critères d'exclusion très spécifiques, mais par contre, ce que tu peux dire, c'est tu as à peu près 3000 saisines par an du CCIF pour à peu près 800 ou 900 dossiers qui sont qualifiés. Ça veut dire que pour 3 coups de fil, tu en as à peu près un Mmh. où le CTIF va devoir intervenir. Mais ça ne veut pas dire que les 2 autres coups de fil sont hors sujet. Ça peut Mmh. vouloir dire que tu as un coup de fil qui effectivement est hors sujet, pas D'accord. compris et c'était pas à nous d'intervenir. Et puis que le deuxième avait juste besoin d'une information préventive. Voilà, je vais passer un examen, quels sont mes droits, et j'ai besoin de savoir avant. Et dans ces cas-là, c'est très bien aussi parce que ça évite les situations avant même qu'elles se produisent. Donc ça te donne une idée. Et après, tu vois, les gens qui sont, entre guillemets, dans l'interférence, c'est-à-dire qui t'appellent pour n'importe quoi et qui te font perdre du temps précieux que tu pourrais consacrer à d'autres victimes, ça c'est marginal, c'est vraiment très minoritaire. Et au contraire, est-ce que tu es,
au courant d'actes islamophobes pour lesquels les gens devraient contacter le CCIF et ne le contactent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent contacter le Ah, CCIF? c'est la majorité des dossiers. Tu as un sous-report des actes qui est massif. On sait, parce qu'on l'a étudié, on a mené des enquêtes là-dessus et elles sont chaque année confirmées, on sait que entre 35 et 40% des musulmans ont déjà vécu ou vu de leurs propres yeux une discrimination islamophobe explicite. Et pourtant, il n'y en a que 1 sur 5 parmi eux qui déclarent les actes, que ce soit auprès du CCIF ou du Défenseur des droits ou de toute autre organisation. Ça veut dire que la tendance lourde, c'est une tendance où les victimes restent silencieuses. Donc la plupart des dossiers en matière de racisme de manière générale et spécifiquement en matière d'islamophobie, c'est des dossiers dont on n'a pas connaissance, mais qui malheureusement existent bel et bien. Et c'est pour quelle raison, tu penses? Bah, on les connaît aussi les raisons puisqu'on interroge là-dessus. La plupart se disent, bah, d'abord, certains ne connaissent pas leurs droits, et puis d'autres se disent, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que la justice va pas me donner raison, ou bien ils s'en fichent, on va me rejeter, on n'obtiendra pas gain de cause. Être noir en Autriche, ou être arabe en Italie, ou être musulman en France ou en République tchèque, c'est quelque chose qui est lié à une forme de préjudice et il faut que j'accepte de vivre avec. Donc, tu as une intériorisation pour beaucoup de victimes du stigmate raciste. Et malheureusement, les musulmans qui vivent en France ne font pas exception à cette tendance-là. Et c'est pour ça qu'il faut faire autant de sensibilisation, de discours sur la dignité, sur la responsabilité du fait que, bah, tiens, toi, tu mérites d'avoir accès à tes droits. Et la victimisation, ce serait au contraire d'accepter de se taire, d'accepter l'injustice sans rien faire. Donc il faut absolument être ferme, digne, équilibré, juste et se mobiliser face à des discriminations. Mais il ne faut pas que celles-ci finissent par nous définir. On doit le faire pour nous-mêmes et on doit le faire aussi pour les autres parce que ça crée des précédents et ça évite à d'autres personnes de subir ces discriminations. Quels sont les actes minimums, j'ai envie de dire, qui font qu'on doit commencer à se plaindre, on ne doit pas laisser passer? Bah, tu vois, tu as t'as des situations de la vie quotidienne au travail ou dans la ville ou dans les structures locales où tu peux avoir des choses désagréables qui te sont dites, mais comme tu connais tes droits et tu es relativement aguerri à la prise de parole, tu es plutôt capable de gérer des situations de stress ou de désaccord comme ça, sans avoir besoin qu'on vienne t'aider ou te filer un coup de main. Donc la plupart du temps, bah, tu vois, moi je saisis pas le CCIF quand il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de désagréable. Je vais le remettre à sa place ou je vais lui rappeler la loi et puis ce sera réglé. Mais parce que je suis équipé, je suis câblé pour ça. Je connais mes droits et je connais les droits des gens autour de moi. Donc je sais comment gérer ces situations-là. Mais à minima, les gens devraient anticiper des situations potentiellement conflictuelles, se documenter et connaître leurs droits. Il y a des fiches pratiques pour ça sur le site du CCIF. Et Mmh. puis, lorsque on voit qu'on on se heurte à un mur, à ce moment-là, de saisir une association. Et ça peut être bien aussi de les informer lorsque vous arrivez à gérer une situation bien, parce que bah, des fois, ça peut être source justement d'un précédent utile ou d'une fiche pratique qui va servir à d'autres personnes. Mais n'hésitez pas, de manière générale, à appeler, même pour vous renseigner, pour savoir, bah, tiens, s'il m'arrive tel truc, comment est-ce que je devrais me comporter? J'ai eu telle remarque au travail la semaine dernière, je vais encore avoir une réunion avec la même personne cette semaine. Comment est-ce qu'il faut que je réponde pour bien gérer la situation? Et c'est ça qui va faire que, au fur et à mesure, en fait, le CCIF, bien sûr, va être dans son rôle, comme les autres associations, mais collectivement, on va pouvoir nous-mêmes intervenir et gérer correctement des situations avant que ça devienne des cas de discrimination. Est-ce que tu as un ou 2 exemples de cas où il est très facile de régler la situation sur place et que les gens ne Oui, connaissent pas? oui, très simple. Par exemple, une maman accompagnatrice d'une sortie scolaire et je sais pas moi, une institutrice ou bien le directeur de l'école ou la directrice de l'école vient et dit tiens, vous n'êtes pas la bienvenue dans la sortie à cause de euh, la laïcité. Et dans ces cas-là, en fait, il suffit juste de demander les textes de loi.
ou même chose en entreprise, on vous explique que le foulard n'est pas le bienvenu, ou la kippa n'est pas la bienvenue, ou bien un turban n'est pas le bienvenu. Il suffit de demander les textes de loi qui le prévoient. Et en général, ça s'éteint dans 70% des cas, ça s'éteint immédiatement, parce qu'il n'y a pas de texte de loi qui interdit ça. Et les gens sont libres dans leur pratique. Et après, s'il y a des règlements intérieurs qui interdisent tel type de pratique ou tel autre choix vestimentaire, eh ben même s'il y a un règlement intérieur, ce règlement intérieur, il peut pas être contradictoire avec les textes de loi du pays. Donc le simple fait juste de demander les textes de loi, bah, en général, ça éteint les choses tout de suite. Quand vous arrivez dans un restaurant et on vous dit ouais, ici c'est un restaurant laïque, on respecte la loi de 2004 ou de 2010, de tout de suite bah, tiens, demander les textes de loi. Et puis, en général, ça se règle immédiatement. Après, vous choisissez de manger dans ce resto ou de partir, ça c'est votre choix. Mais vous partez pas par dépit ou par acceptation d'un comportement discriminatoire. Aussi, le fait de bien documenter, je sais pas moi, dans les rapports professionnels, si on voit qu'à un moment c'est tendu et qu'il y a une mécanique de harcèlement qui se met en place, vraiment de commencer à documenter votre travail avec des mails, des textes, des témoignages autour de vous. Les gens ne pensent pas à faire ça. Et le jour où vraiment il y a une dispute ou une sanction qui est injustifiée, ou une mise en retrait, ou quelqu'un qui est pénalisé de manière discriminatoire, c'est là où ils se rappellent que, ah mais tiens, il y avait eu tel et tel et tel signe avant-coureur. Donc c'est bien de vraiment documenter toutes ces choses-là pour que si à un moment donné, vous avez besoin d'une assistance ou d'une aide juridique, il y ait une base factuelle pour soutenir votre position et soutenir votre dossier. D'accord. Les conséquences pour ceux qui font des actes d'islamophobie, est-ce qu'ils sont importants? Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce qu'ils Ah sont oui, juste rappelés à l'ordre? non, non, il y a des sanctions, il y a des sanctions qui sont parfois lourdes. Sur un dossier, par exemple, où une jeune femme avait été renvoyée pour des mauvais motifs, c'est 100 000 euros d'indemnité qui avaient été obtenus, plus la reconnaissance de son préjudice. Ça, c'est sur un dossier professionnel. Quand après des élus ou quand après des personnalités publiques portent atteinte à l'honneur et à la dignité des musulmans et qui sont attaqués en justice et que c'est bien fait, bien amené et bien construit, on obtient des sanctions lourdes aussi. Le Figaro a été condamné pour incitation à la haine raciale. L'ancien préfet Clavreul, qui a été très virulent à l'encontre du CCIF, il a été condamné par la Cour d'appel pour diffamation. Donc, quand tu obtiens des résultats juridiques, bah, c'est très impactant. Tu peux citer l'histoire du restaurateur qui avait renvoyé de jeunes femmes parce qu'elles portaient le foulard et qui les avait vraiment invectivées et insultées. Il a été sanctionné lourdement. Il a payé le prix fort pour ce mauvais comportement qu'il avait vraiment choisi et consenti. Même chose pour les interdictions de burkini. Tu as un dispositif juridique qui se met en place avec des actions dans 30 juridictions différentes. Ça va jusqu'au Conseil d'État et tu obtiens une annulation de ces arrêtés. Et ça, c'est des victoires juridiques majeures. Majeures. Donc, tu obtiens des résultats, mais souvent les gens sont parfois pas suffisamment patients, pas suffisamment conscients en fait, du temps et du travail que ça nécessite pour obtenir ce type de résultats. Je sais que tu as écrit un livre. Est-ce que c'était à cette période-là? Je l'avais écrit pendant les années à la direction du CCIF, parce que pour moi, c'était en gros, si je devais transmettre quelque chose de ces années d'expérience contre l'islamophobie, c'était dans le livre. Ça explique la genèse, le fonctionnement du CCIF, mais surtout, ça donne un véritable manuel de lutte contre l'islamophobie où les gens peuvent retrouver les réponses les plus fréquentes et les plus efficaces aux stéréotypes les plus usuels. On nous dit que les musulmans ne sont pas chez eux ici, on nous dit que la laïcité est exclusive, on nous dit que les femmes musulmanes sont forcées à porter le hijab, on nous dit que les musulmans veulent le grand remplacement. Moi, j'ai pris tous ces stéréotypes et j'y ai répondu de manière rationnelle, un par un, avec des stats, avec du droit, avec de l'histoire pour qu'on soit tous capables de répondre à ça facilement. Et le livre, il est... ouais, si j'avais un héritage
dans la lutte contre l'islamophobie, très modestement, à ma petite échelle, ce serait dans ce livre qu'il faut le chercher. D'accord. Du coup, là, est-ce que tu t'investis toujours dans la défense des droits des musulmans ou dans d'autres domaines? À une autre échelle et d'une autre manière. Moi, je m'étais fixé un certain nombre d'années au service des associations musulmanes pour les causes musulmanes au sens très large du terme. Et c'était de fin 2009 à fin 2019. Donc là, j'arrive au terme de cet engagement. Et le dernier projet qui me tenait à cœur, c'était de participer à doter les musulmans d'une organisation au niveau national qui soit contrôlée, organisée, soutenue, mise en œuvre par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on parle à longueur de journée d'Islam de France et ainsi de suite. Enfin, c'est pas une désignation que j'aime beaucoup. Il y a des musulmans en France et puis il y a un islam, une religion à laquelle tous les croyants musulmans adhèrent dans le monde, avec des types de pratiques et des opinions personnelles qui sont différentes. Mais c'est la même religion à Paris, à New York, à Moscou, au Caire ou à Timbuktu. Euh, Mhm. donc l'idée, c'était de dire, voilà, on parle à longueur de journée de ça, la plupart du temps sans les musulmans. Tiens, et si on leur demandait ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent? Et c'est comme ça qu'on a construit en 2018 un événement historique, c'était la grande consultation des musulmans. Et c'était la première fois qu'on demandait aux musulmans de dire eux-mêmes ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient et la manière dont ils voulaient le faire. Et ça a été un succès massif qui a abouti à la création de la première plateforme interassociative qui s'appelle Les Musulmans, LES Musulmans, c'est un sigle, pas Mhm. une affirmation. Et ça permet à toutes les structures musulmanes qui le souhaitent, que ce soit des mosquées ou des associations ou des musulmans lambda, de venir travailler ensemble et de dire, bah tiens, les musulmans, ils nous ont dit quoi pendant la consultation? C'est quoi les grandes priorités? Et venez, Mhm. on prend ces priorités et en fait, on va proposer des solutions là-dessus et puis ensuite les mettre en œuvre. Et la lutte contre l'islamophobie, elle est une des priorités, mais elle est juste une priorité parmi une dizaine d'autres sujets. Et il faut bien sûr mettre tous les moyens qu'il faut là-dessus, mais c'est pas suffisant parce que on va pas être tout le temps dans une approche de réaction, de subir, de s'asseoir dans le siège du problème et laisser de côté des choses qui sont tout aussi importantes, comme l'éducation, comme la santé, comme la prise en charge des personnes âgées, comme la zakat et l'action humanitaire, comme les rites funéraires, comme le halal, le hajj et ainsi de suite. Donc c'est ça l'enjeu de la plateforme Les Musulmans. Et Mhm. pendant les 18 derniers mois, j'ai consacré énormément de mon temps et de mon énergie avec l'ensemble des cofondateurs de la plateforme à ce que ce soit véritablement un succès et que les musulmans se l'approprient. Voilà. D'accord. Quelles ont été les priorités qui sont ressorties de cette étude? Tu as deux types de priorités. Tu as des priorités qui concernent, disons, des questions communautaires et des questions directement liées à la pratique et à la vie religieuse, spirituelle des musulmans. C'est le hajj, le halal, la zakat, l'éducation islamique, les rites funéraires. Et tout ça, c'est lié directement à la pratique du culte et à son organisation. Et quand je dis pratique du culte, c'est au sens large. C'est pas juste les 5 prières ou le fonctionnement interne des mosquées. Et puis ensuite, tu as un autre type de priorités qui sont en haut de la liste, et ça va être l'image et la représentation des musulmans dans les médias, la lutte contre l'islamophobie, et puis ensuite le rapport à l'organisation de l'islam, à l'organisation des communautés musulmanes en France. Et là, on voit que c'est pas juste les musulmans qui sont concernés, mais aussi leur place dans la société française. Donc tout le travail de la plateforme, ça a été de dire, bah tiens, on va faire des groupes de travail sur chacune de ces priorités identifiées par les musulmans. Et puis, sur chaque groupe de travail, on va leur demander de faire un diagnostic de ce qu'il y a, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les solutions déjà disponibles, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, et puis ensuite de faire une feuille de route. Quand il y a des initiatives déjà menées, bah, les renforcer et les développer et les mettre à disposition au niveau national pour pas réinventer la roue. Et quand il n'y a pas de solution, bah, mettre les moyens qu'il faut
pour les développer ensemble avec les associations, les mosquées et les musulmans adhérents qui le souhaitent. Et en partant vraiment du bas, de la base, en étant participatif, en impliquant toutes les bonnes volontés qui le souhaitent. Et c'est ça qui en fait véritablement quelque chose de révolutionnaire, parce qu'on essaie de ne pas reproduire les erreurs du passé en donnant à une personne ou à deux personnes ou à un petit groupe de personnes un pouvoir de représentation et de décision au détriment de 5 millions d'autres personnes. Et d'incarner et de personnifier des luttes et des causes qui sont légitimes, mais à force de trop personnifier ou de trop incarner ces sujets, on finit par déresponsabiliser le reste des gens et faire peser sur les épaules d'une ou deux ou trois personnes des responsabilités qui souvent les dépassent. Donc c'est ça l'ADN de la plateforme. C'est faire ensemble, penser ensemble et réfléchir ensemble, puis mettre en œuvre ensemble les solutions dont on a besoin pour que la génération de nos enfants ne fasse pas parfois les mêmes erreurs que nous, mais ne fasse pas face aux mêmes problèmes que nous et soit plutôt dans un siège de solution que dans un siège de mise en cause. Voilà. De quoi est-ce que vous avez besoin pour faire développer cette plateforme de la meilleure des manières? Alors, tu as des besoins qui sont structurels, qui sont ceux de n'importe quelle association. Bien sûr, les moyens financiers, parce qu'il faut bien sûr garder les bénévoles et l'engagement des uns et des autres, mais il y a un certain nombre de postes où tu as besoin de gens à plein temps pour que le travail soit fait efficacement et surtout dans la continuité. Et si on est 5 millions de personnes, on doit pouvoir avoir une organisation qui va avoir 5, 10, 15, demain 100 salariés, Inch'Allah, pour pouvoir, sur tous les domaines, peser, être efficace, apporter des vraies solutions et surtout les mettre en œuvre et qu'ensuite, nous, on puisse demander des comptes détaillés de ce qui est fait et de ce qui a été fait, de comment ça a été fait, et que de la même manière qu'on a des attentes professionnelles vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos prestataires, et ainsi de suite, et bien que dans le domaine qui est un domaine important pour nous, à savoir celui de notre foi, de notre religion, de notre vie spirituelle, on soit pas moins exigeant sur ces sujets. Donc, bien entendu, des moyens financiers, professionnels et des moyens de soutien y compris sur le fond du travail, pour donner à cette structure toute la légitimité qu'elle mérite. Puis ensuite, il y a des compétences clés à apporter, que ce soit des compétences en matière de réseau et d'interaction, que ce soit en matière de gestion de projet, que ce soit en matière juridique, en matière de communication, en matière de gestion financière. Toutes ces compétences-là, c'est des compétences clés d'une grande organisation. Certaines, on va pouvoir les recruter et les staffer à plein temps. D'autres, elles vont être trop onéreuses ou trop qualitatives pour pour pouvoir faire l'objet d'un poste. Mais il n'y a pas besoin souvent d'un poste à plein temps pour ça, mais on a besoin de la compétence qui va avec. Donc, c'est important que les gens qui ont ce type de profil puissent aussi filer un coup de main, renseigner, connecter, mettre en relation pour pouvoir avancer là-dessus. Tu as aussi des profils un petit peu institutionnels. C'est pas tout le monde qui est capable de gérer un projet en interaction demain potentiellement avec des institutions ou avec des députés ou avec des grandes organisations lorsqu'il y a besoin d'une intervention sur ce type de sujet. Donc, moi, je pense que c'est ça les principaux besoins. Encore une fois, en précisant que c'est pas une entreprise et c'est pas à petite échelle, c'est à échelle nationale. Donc, il faut avoir les nerfs vraiment solides. Il faut avoir l'endurance et la patience d'aller de réunion en rendez-vous, de déplacement en travail personnel, d'être à l'écoute, d'être conciliant, d'être capable de faire interagir entre eux des gens qui ont des opinions très, très, très différentes. Et c'est ça qui rend ce projet si fort, si important, si magnifique, en vérité si historique, parce que on est en train de poser les bases, on est en train de poser les jalons d'un changement de paradigme total pour la manière dont les communautés musulmanes s'organisent plutôt que sont organisées. Et c'est ça qui va changer les choses, du moins nous l'espérons, pour la génération de nos enfants. Super. Au niveau de ton parcours jusque-là, ça a été quoi les moments les plus durs, les plus difficiles pour toi? Euh, Les moments les plus difficiles, tu en as eu quelques-uns par rapport à des dossiers spécifiques du CCIF où c'était des enfants qui sont touchés, des personnes âgées qui sont touchées. Tu as des moments vraiment de très forte tension
tu es en colère, quoi. Mais toi, tu n'as pas le droit de t'énerver. Donc, tu es sur un plateau, tu as des gens qui sont en train de calomnier les musulmans, et toi, tu viens de suivre des dossiers où c'était des enfants qui étaient victimes, et tu peux pas t'énerver parce qu'en fait, en face, on attend que ça. Et ça, c'est difficile de voir le décalage entre la souffrance des gens dans le monde réel et la manière dont certaines élites médiatiques et politiques s'en fichent complètement. Et tu peux pas réagir de manière impulsive parce que tu es en situation de responsabilité. Il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te suivent, et il y a tellement de détracteurs et tellement de groupes qui voudraient faire échouer tout ça. Donc ça, c'était pendant la période de responsabilité au CCIF, c'était des moments difficiles. Et puis ensuite, tu as tu vois, moi, je voyage aux quatre coins de la France, je vois des gens de toutes les origines, je vois toutes les composantes des communautés musulmanes, et tu vois les miracles qu'ils arrivent à accomplir avec des bouts de ficelle. Et quand tu vois certains d'entre eux, tu vois, qui sont tristes, qui ont peur, qui ont de la tension et tout ça, tu te dis, si seulement je pouvais faire plus, si seulement je pouvais faire mieux, et en même temps, il y a une telle attente que tu essaies de pas décevoir. Et ça aussi, c'est des moments puissants, c'est des moments de dignité, mais c'est aussi des moments qui pèsent lourd sur les épaules. Donc là, à l'heure où je clôture cet engagement de 10 ans spécifiquement sur ces questions, j'essaie de porter un regard juste, j'essaie de me demander si j'ai été digne des responsabilités et de la confiance qui m'ont été confiées. Pas plus tard que cette semaine, quand on a eu une manifestation contre l'islamophobie, et que des dizaines et des dizaines de milliers de personnes viennent, et qui viennent avec leurs enfants, qui viennent avec leurs parents, et qui t'expriment, tu vois, cette attente, et cette espérance et cette confiance. Sincèrement, ça me fait fondre, mais ça me donne aussi la mesure des responsabilités qu'on m'a confiées pendant tant d'années. Et c'est pour ça que c'est important aussi de passer le flambeau, de passer à autre chose, de ne pas se complaire dans ces positions. Et ça permet aussi de responsabiliser les gens par rapport à ça. Les musulmans, de manière générale, sont souvent victimes d'attaques, d'islamophobie. Mhm. Personnellement, toi aussi, tu as été victime d'attaques. Alors, moi, c'est différent parce que on a eu deux phases. Il y a eu la phase où j'étais jeune, enfant, adolescent, où c'est des choses que je subissais, mais au fur et à mesure, j'ai appris à les gérer. À l'époque, c'était pas tellement sur la religion, c'était plus sur la couleur de peau, sur les origines, sur le fait d'être arabe au bout du coup. Et, Mhm. et mes parents, ils m'ont appris à me défendre, et ils m'ont appris ensuite à gérer ces situations. D'abord à me défendre quand j'étais petit, et puis ensuite à les gérer pour mieux les désamorcer et les éviter pendant toute la phase où je faisais mes études, où je commençais ma carrière professionnelle. Et après, quand je suis devenu adulte et que j'ai pris un petit peu d'expérience, là maintenant, ça m'arrive pas, moi, de souffrir ou de subir des situations d'exclusion, parce que je sais les gérer, je sais quoi répondre, je sais comment me comporter dans ces situations. Il n'y a pas quelqu'un qui va me cornériser ou me mettre dans un coin, ou parvenir à me causer du tort à travers ça. Et pourtant, il y a beaucoup de monde qui essaye très fort. Euh, mais j'ai un entourage familial, personnel, qui me permet d'essayer de garder la tête froide autant que possible. Et c'est pour ça que je compare pas ma situation à moi, qui au bout du compte est relativement privilégiée, ou du moins plus facile, et la situation des musulmans et des musulmanes lambda, qui n'ont pas forcément toujours les outils, et qui ont peut-être pas eu un peu de perspective par rapport à ce qui se passe. Eux, peut-être ils ont vécu des anecdotes ou des situations personnelles. Moi, j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de cas de racisme. Donc, c'est pas que ça me choque plus, c'est je vois à peu près c'est quoi les dynamiques à l'œuvre, et je sais comment réagir par rapport à des situations données. Mais je peux pas, moi, me comparer à la condition d'une victime qui se fait heurter, humilier, parfois en public, et qui n'a pas nécessairement sur le coup les moyens de réagir et de se défendre. On t'attribue souvent l'étiquette pour te discréditer d'appartenance aux frères musulmans. Mhm. Où est-ce que ça vient? Ça, à partir de quand ça a commencé? En fait, c'est simple. Dès que un musulman va s'exprimer librement, dignement,
dans l'espace public, tu as des groupes qui vont chercher tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le discréditer. Et ça, c'est inhérent à toute lutte pour la dignité, à toute lutte pour les droits. Et ça, c'est même pas quelque chose de spécifique aux musulmans. Sans du tout comparer l'ampleur et l'importance, quand, quand Mandela commence sa lutte pour les droits des Noirs sous l'apartheid, il est qualifié de terroriste à l'époque. Quand des gens se soulèvent dans les usines dans les années 70-80, quand il y a eu les grèves de Peugeot et ainsi de suite, ce n'étaient pas des mouvements religieux, mais on les traitait d'ayatollahs parce que ça permettait de disqualifier leurs revendications. Quand Greta Thunberg, à son échelle qui est différente, milite pour le respect de l'environnement, on explique que en fait, on la déshumanise et on la critique et on essaie de l'exclure. Quand les Gilets jaunes se mobilisent pour leurs droits et pour la dignité sociale face aux injustices que les classes populaires vivent en France, on va essayer de détourner le regard et de dire que bah, tiens, ils ont cassé des cabines téléphoniques ou des arrêts de bus. Donc ça, c'est un processus qui est à l'œuvre avec constance. Et le fait d'avoir un homme arabe, musulman, qui s'exprime et qu'il ne se cache pas de sa foi, bah ça donne lieu à des qualifications ou à des diabolisations et des stigmatisations. Et même si moi, j'ai jamais eu le moindre lien, passé, présent ou futur, avec une structure ou une organisation comme les Frères musulmans, avec lesquels je ne suis pas d'accord et on n'a pas du tout la même vision des choses, quel que soit le plan. Même si j'ai aucun lien avec ces structures-là, bah pour eux, c'est tous la même chose, c'est l'islam politique. Et j'ai même plus envie, au bout d'un moment, de répondre à ça, parce qu'ils savent bien qu'ils mentent, ils savent bien qu'ils inventent, mais ils pensent qu'en le répétant à l'extrême, ça va devenir une espèce de banalité, une espèce de légende urbaine qui est opérante, quoi. Donc, bah, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, moi, d'exclusion ou de justification ou quoi que ce soit, mais juste la réalité factuelle, c'est pas du tout ma manière de voir le monde, c'est pas du tout une organisation à laquelle je participe ou que je soutiens. C'est même pas une organisation pour ceux d'entre eux qui sont en France que j'ai envie de criminaliser ou de stigmatiser, mais juste je note et je relève que dans l'espace public et politique français, dès que des voix vont s'ériger de manière digne et libre pour faire des critiques de fond à un certain nombre d'injustices qui ont lieu en France, on va tout faire pour les stigmatiser, les exclure et les détruire. Et c'est le propre et la définition même des injustices que l'on dénonce aujourd'hui. Donc, tu fais abstraction de tout ça. J'en fais abstraction sur le plan psychologique et personnel, c'est-à-dire dans le sens où ça ne m'atteint pas, où tu vois, je ne me pose pas des questions existentielles dans le genre qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il faut que j'essaie de Je sais que plus je vais être efficace, plus je vais être visible, plus je vais être audible dans mon travail, plus violentes vont être ces attaques. Et je le sais, ils le savent. Et c'est pour ça qu'il les agite. J'aime pas le proverbe, mais je le répète. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Quand on veut exclure son musulman, on dit qu'il est politique. Et donc ça, c'est devenu quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme. Et toute parole qu'on a envie de dénigrer va être qualifiée comme telle. Rokhaya Diallo s'exprime et elle est journaliste, c'est l'islam politique. Demain, si Benzema a envie de rejouer dans l'équipe de France, on va mettre en cause ses origines, sa religion, ou bien le fait qu'il ait critiqué le racisme en France. Si Ménel participe à un concours de chant, le fait qu'elle ait un turban sur la tête, c'est l'islam politique. Si Mariam Pouchtou est nommée porte-parole d'un syndicat étudiant, le fait qu'elle porte un foulard, c'est l'islam politique. Et si demain un joueur de foot dans l'équipe de France va faire la moindre remarque qui déplaît à une partie raciste des élites, on va qualifier ça d'islam politique. Donc moi, je prends ces catégories et ceux qui les prononcent et je les jette dans la poubelle de l'histoire parce que c'est exactement leur place. Et je ne me pose pas d'état d'âme supplémentaire sur ce que je devrais faire ou autre. Je me pose déjà beaucoup de questions du point de vue de la conscience sur pourquoi je prends telle décision, comment je prends mes décisions, est-ce que c'est utile, quel impact ça va avoir. Et quand je prends ces décisions, en général,
c'est inspiré par l'intérêt du plus grand nombre et pas pour plaire ou déplaire aux racistes. Ces attaques, elles essaient de te discréditer, en fait, de manière générale. Mhm. Heu, est-ce que parfois, ça te discrédite auprès d'une portion de la population musulmane aussi? Alors, Est-ce que c'est pas le plus dur? massivement, non. Dans le sens où, par exemple, moi, j'ai jamais je rencontre des gens à longueur d'année et j'ai jamais de remarques désagréables dans ce sens, ou bien de critiques dans ce sens, ou bien de questionnements un peu accusateurs dans ce sens. J'en ai pas, ni de la part de gens qui sont de confession musulmane, ni de la part de Je gens parle d'autres. je parle dans le sens où on veut t'associer l'étiquette Oui, d'infréquentable bien sûr, ou bien sûr, bien sûr. Alors après, par contre, ce que tu as, c'est des fois, tu as t'as des musulmans qui vont dire: «Marwan, ce serait bien que tu leur dises que tu es pas frère musulman». Ben ouais, mais je l'ai répété 300 fois. Je peux pas le répéter, on va le répéter une 301e, mais ça va rien changer du tout. Et parce qu'en fait, ils réalisent pas que c'est une mécanique consentie et que c'est une volonté claire et manifeste de discréditer des gens. Et après, tu vas avoir aussi des gens qui sont un peu indifférents à la question, des élus ou des journalistes ou des rédacteurs en chef. Et eux, ils n'ont pas trop creusé la question et ils vont se contenter de ce que l'un de leurs confrères ou de ce qu'un polémiste a dit sur le plateau. Ils ne vont pas prendre sur eux d'aller le contredire et de dire, bah, tiens, vous avez accusé telle personne, est-ce que vous avez des preuves? Donc, il demande pas. Ou bien il va suffire de dire, oui, oui, mais il a parlé à tel imam et à tel autre. D'accord, vous parlez à longueur de journée sur l'extrême, avec des gens de l'extrême droite sur votre plateau, ça fait pas de vous des adhérents de ces partis politiques-là, sauf peut-être qu'on ne sait pas, quoi. Mais donc, tu vas avoir des choses comme ça, et ça te bloque des accès potentiellement. La plupart du temps, tu ne le sais pas, mais tu t'en rends compte des années plus tard. Par exemple, je sais que je peux intervenir dans quasiment toutes les universités, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui vont être réticents à m'inviter dans telle municipalité ou dans tel événement, parce que même s'ils savent que je dis rien de problématique et que j'essaie de rassembler le plus grand nombre, ils n'ont pas envie de gérer une semaine de trollage de l'extrême droite sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ça, c'est des tas de déchéances, malheureusement, que subit notre pays aujourd'hui par rapport à ces sujets, par rapport à ces sujets-là. Tu te retrouves avec des situations ridicules où je suis invité, cité en référence dans des universités internationales, dans des organisations internationales, où je peux me balader dans n'importe quel pays, dans n'importe quel contexte, et que mon travail en matière de défense des droits humains soit largement et massivement reconnu. Et en France, tu as l'extrême droite plus la mouvance de Valls qui sont capables de prendre en otage une partie de l'opinion publique. Et la question, c'est est-ce que des gens comme moi auraient même le droit de s'exprimer? Donc ça, c'est paradoxal. Comme je disais tout à l'heure, sur le plan personnel, ça ne m'atteint pas. Même si je suis pas en bois, je vois bien ce qui se dit. Mais par contre, ça vient pourrir l'ambiance générale dans le pays. Et surtout, ça adresse un message clair à tous ceux qui voudraient s'exprimer. Si vous prenez la parole, si vous dénoncez les formes de racisme contemporaines, si vous critiquez une partie des élites dominantes, si vous n'allez pas dans le sens de ce qu'on vous a bien autorisé de dire et de faire, on va vous détruire, comme on a essayé de le faire avec les gens qui vous ont précédé. Donc ça, il faut en être conscient. Il ne faut pas virer à la parano non plus, parce que pour moi, ça reste marginal. Mais tu as bien des tentatives comme ça où tu vas vouloir donner une conf à tel endroit ou tu es invité à tel endroit. Tu sais que, bah tiens, tu as le bloc identitaire et Printemps républicain qui vont essayer de le faire capoter, parce que c'est le sens de leur vie. Mmh. Euh, donc ça ne doit pas te bloquer, ça ne doit pas t'empêcher, mais ça doit te rendre précautionneux et alerte par rapport à ces sujets, c'est tout. On arrive à la fin de ce podcast. Quelques questions pour terminer. Quelles ont Mhm. été pour toi les compétences, fondamentales qui t'ont permis d'arriver jusqu'à où tu es? En termes de mental ou technique? En fait, alors, je vais dire quelque chose d'assez paradoxal. Tu as des compétences ou des facilités qui te font avancer, et tu as aussi des fragilités qui te font avancer. Donc, par exemple, je sais que moi, je suis ultra émotif et vraiment dans l'empathie. Et je sais que, tu vois, genre,
si je me révèle là-dessus ou si je m'expose là-dessus, je vais me faire pincer très fort. En général, toutes les fautes que j'ai faites dans ma vie, c'était par innocence où je me suis fait attraper par le cœur. Donc, je sais maintenant que dans ma prise de décision, au moment de vraiment décider d'une chose ou de faire un choix important, c'est des décisions qui doivent être quasi systématiquement euh, concertée. Donc, je décide avec mon épouse, avec mes parents, avec des gens de mon entourage auprès de qui j'aime prendre conseil, de sorte que je puisse avoir leurs recommandations et que ma décision, en fait, elle soit pas une décision impulsive ou émotive. Donc, tu vois, quelque part, ça, c'est ce que quelqu'un qualifierait de défaut ou de fragilité. Mais moi, c'est ça qui me protège, c'est le fait d'en être conscient qui me protège et qui m'évite souvent des mauvaises décisions. Quelque chose qui m'a vraiment facilité, je sais pas, peut-être la capacité d'analyse. C'est-à-dire le fait de dire, voilà, il y a une somme d'informations, il y a un chaos, il y a un déluge de mots, d'expressions, de dynamiques qui sont à l'œuvre. On se pose et on essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi les facteurs qui expliquent? C'est quoi qu'est-ce qui fait système et qu'est-ce qui est du bruit en fait? Et ensuite, bah voilà, si tu veux changer le système, fais pas du bruit. Attache-toi à modifier tel facteur et tel autre. Et si modifier ça, c'est en l'occurrence faire du bruit, alors crie très fort. Euh, mais ça te donne une approche analytique, rationnelle de tous les sujets. Et tu sais quand il faut hausser le ton et quand il faut le baisser. Tu sais sur quoi il faut se concentrer. Tu sais quel type d'action mener et tu sais comment est-ce que tu vas mesurer l'impact de ces actions. Après, il y a des choses que les parents ont transmises et qui m'ont beaucoup servi. Par exemple, ma mère, elle insistait pour la maîtrise de la langue française. Et elle a été très, très, très dure avec moi et très exigeante avec moi là-dessus. Parce qu'elle ne supportait pas l'idée que je puisse être pris en défaut sur une langue qui est le premier signalement d'appartenance sociale au pays. Donc, tu es jugé la plupart du temps. Le premier signal que tu envoies, à part ton physique, sur lequel tu peux pas tellement jouer, ça va être le niveau d'expression que tu vas avoir ou le niveau d'éloquence ou de précision que tu vas avoir. Et ma mère, elle insistait beaucoup là-dessus. Et maintenant, je fais que lui donner raison là-dessus. Et puis le fait d'être endurant, combatif, convaincu que t'as pas besoin d'être t'as pas besoin de plaire à tout le monde, ça c'est clair, mais t'es pas en insécurité parce que dans telle assemblée, tu vas être minoritaire. Si tu sais que tu portes une parole de vérité, si tu sais que tu te bats pour quelque chose de juste, tu t'en fiches du nombre de personnes qui va soutenir. Et des fois, tu vois même de ton vivant, en l'espace de quelques mois ou de quelques années, ton opinion, elle passe de minoritaire à majoritaire. Tu dois pas te sentir arrogant pour autant, mais ta conviction, elle doit être constante pendant toute cette étape. Et c'est ça qui fait que ben, toute ma vie, bien souvent, je me suis retrouvé dans des endroits où j'étais le premier arabe, où j'étais le seul à véritablement m'inscrire contre une forme d'injustice, et que ça m'a pas fait perdre mes moyens, et qu'au bout du compte, j'ai réussi, Dieu merci, à dépasser ces épreuves-là et à réussir à faire quasiment à chaque fois exactement ce que je voulais faire. Donc ça, c'est des qualités qui sont pas les miennes. C'est des qualités des forces éducatives que mes parents m'ont transmises, que mon entourage me permet de préserver. Euh, et par contre, si j'avais quelque chose à moi qui me, qui me différencie peut-être des autres personnes, c'est que sincèrement, et tous ceux qui m'approchent et qui me connaissent personnellement le savent, j'ai gardé vraiment un côté enfant en fait. C'est-à-dire que je m'amuse encore avec des petits de 5 ans sans problème, ou 10 ans ou 15 ans sans problème. S'il faut jouer à la console, je vais vraiment prendre de plaisir. Je suis capable de passer une journée à faire des dessins avec mes enfants. Je m'émerveille du monde comme si j'étais à l'arrière de la voiture avec mes parents. Je me pose encore des questions en me demandant, bah tiens, mais pourquoi le métro il se ferme comme ça? Et pourquoi le chocolat ils font comme ça? Et pourquoi est-ce que les étoiles elles passent comme ça? Et cette manière de s'interroger sur le monde, de garder parfois une forme d'innocence, pas de naïveté, mais en tout cas de croire encore
que les choses peuvent changer dans le bon sens, de croire encore que les êtres humains valent souvent mieux que ce qu'ils montrent, de croire encore qu'il y a une forme de beauté, de grandeur, de dignité, parfois de poésie dans le monde qui nous entoure, même quand il apparaît comme brutal. Ça, c'est des choses que j'ai gardées depuis l'enfance et j'y tiens très fort et je pense que ça fait partie de qui je suis. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un musulman qui souhaiterait avoir un impact positif pour les musulmans et pour tout le monde d'ailleurs? Euh, Tu vois, alors ça, c'est les questions qu'on me pose souvent et je pourrais donner une recommandation qui, moi, m'a été utile. Ça ne veut pas dire pour autant que ça s'applique aux autres. Une que je donne souvent, c'est de continuer à demander pourquoi, en fait. C'est-à-dire de se poser des questions de sens. Et ce n'est pas des questions enfantines, c'est juste des questions qu'on a oubliées en devenant adulte ou qu'on a accepté d'occulter en devenant adulte. Donc, continuer à se questionner. Bah, tiens, pourquoi est-ce que les entreprises peuvent virer des gens et pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème? Pourquoi est-ce que le président avait dit A pendant la campagne et il dit B maintenant qu'il est au pouvoir? Pourquoi est-ce que les gilets jaunes portent un gilet jaune? Et de continuer à se demander pourquoi, ça permet de comprendre le monde dans lequel on est, de comprendre ses ressorts aussi, et ensuite de se dire, bah, tiens, comment est-ce qu'on va être utile, comment est-ce qu'on va pouvoir agir pour améliorer ça, pour soutenir ça, ou pour empêcher ça, pour bloquer une dynamique néfaste, ou pour en encourager une qui serait beaucoup plus positive. Et puis, pour ceux qui sont étudiants, de comprendre que en fait, la fin du diplôme, c'est pas la fin des études, en fait. Et que toute la séquence qui suit, il y a rien qui dit que c'est là qu'on doit arrêter d'apprendre. La plupart des choses que j'ai apprises et qui me sont utiles au quotidien, c'est pas forcément des choses que j'ai appris à la fac ou à l'université, même si ce que j'ai appris à la fac et en école d'ingénieur, c'est très précieux et ça me sert tout le temps. Mais donc du coup, en fait, le fait de continuer à apprendre tout le temps, de continuer à se demander pourquoi, le fait de continuer à s'interroger sur le monde, ça fait que notre cœur et notre cerveau restent actifs. On ne s'éteint pas dans une routine. Et cette routine, elle ne nous atteint pas. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un déclic qui se passe. Et on se dit, attends, moi j'avais fait tel diplôme, et après j'ai pu faire tel job, et après j'ai pu faire tel job. Et au début, je croyais que ce serait insurmontable, mais en fait, alhamdoulilah, j'en ai été capable. Et donc, du coup, je peux être capable peut-être de passer à l'étape suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Et ça donne une force incroyable parce que tu te dis, bah en fait, si Dieu m'a pas fermé une porte, c'est pas un être humain qui va venir me la fermer. Et ça veut dire que, tu vois, quelle que soit la discipline, quel que soit le domaine, on peut apprendre. Et c'est là où il se passe des trucs de dingue, quoi. Parce que tout devient possible et des choses qui étaient de l'ordre des rêves et des vœux, bah, ils deviennent juste des projets. Et c'est tout le bien qu'on souhaite. Voilà. Super. Pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une référence, un livre, un podcast ou une vidéo que ce soit que tu souhaiterais recommander? Ouais, il y a un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Mhm. Il est bien, il existe en français, je crois. Ils l'ont traduit, c'est système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Donc Mhm. pour tous ceux qui ont envie de comprendre la psychologie et le raisonnement analytique avec des sources scientifiques bien solides, ça c'est un bon livre. Euh, L'art de la guerre, c'est un bon livre de Sun Tzu, de stratégie. Vous verrez que même dans la plupart des situations de la vie, il y a plein de choses qui sont applicables. Il y Mhm. a Le Prince de Machiavel, pour tous ceux qui s'intéressent aux questions politiques et à la stratégie politique. Attention, c'est ultra cynique, mais vous verrez que malheureusement, ça correspond bien à la vie réelle. Et il y a un dernier auteur qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Mhm. Euh, et lui, il a écrit des livres de probabilité appliqués à la philo. Mhm. Il y en a quelques-uns qui sont bien. Le dernier, je ne suis pas super fan. Mais il a ouvert. Ah, si, pardon, il y a un livre que je peux recommander de lui parmi les autres. Ça s'appelle Le lit de Procus. Donc, D'accord. lui, il est probabiliste à la base. Donc, formation maths, proba, stats, maths appliquées à la finance. Mhm. Et ce livre, c'est un livre d'aphorismes et d'écrits philosophiques. C'est très court. C'est très, très, très bien écrit.
Et voilà, et ça fait réfléchir. Super. Si quelqu'un a une question à te poser ou cherche à en savoir plus sur toi ou a une question, est-ce que tu es disponible sur les réseaux sociaux? Ouais, en général, je réponds pas tout de suite et je réponds pas tout le temps. En général, la manière la plus facile de m'attraper, ça va être LinkedIn ou bien Twitter. Mhm. Je suis désolé, j'arrive pas à répondre à tout parce que je reçois beaucoup de messages. Mais, D'accord. euh, mais en général, j'essaie à un moment dans la semaine ou dans le mois de voir les trucs les plus importants et de prendre 5 minutes pour répondre. Ok. Bah, je te remercie beaucoup pour tout ton partage et je te souhaite une bonne continuation, Marwan. À toi Merci. aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Et faites-le savoir aux intervenants en les taguant si possible. Enfin, si vous êtes sur iTunes, vous pouvez aider à promouvoir le podcast en mettant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah.